L'héroïne de mon histoire est Marie-Louise d'Esparbes de Luçan, vicomtesse mariée, puis comtesse de Polastron. Sur le portrait, elle a 25 ans, et elle a l'air, pour tout dire, d'une souris grise. Mais ce n'est que parce que l'image ne transmet pas tout son charme et sa séduction, qui ont fait la renommée de notre héroïne, dès son plus jeune âge. Ses parents étaient Louis-François d'Esparbes de Luçan et Marie-Catherine Julie Rougeau. La jeune fille perd sa mère l'année de sa naissance. Elle meurt un mois et demi après l'accouchement. Les ancêtres de Marie-Louise étaient issus d'une très ancienne et glorieuse famille d'Armagnac. Elle fut élevée par ses grands-parents maternels et, à l'âge de 12 ans, elle fut envoyée dans un couvent, pour ainsi dire, afin d'y être coupée. Il s'agit du monastère de Pantémon, fondé au XIIIe siècle. L'institution était destinée à accueillir des jeunes filles de la haute société et servait de lieu de retraite aux dames méritantes. C'est-à-dire qu'une fille y entrait uniquement en raison de l'ancienneté de sa famille. C'était un très bel endroit, où les jeunes filles étaient préparées en douceur à aller dans le monde. Elles ne s'épuisaient pas en jeûne et en prière, elles se levaient tard, marchaient beaucoup, s'amusaient, et l'éducation ne consistait qu'à étudier la musique, le dessin et la danse, et que devrait savoir d'autre une noble jeune fille? La jeune fille reste dans ce lieu agréable, jusqu'à l'âge de 15 ans, et s'y transforme, comme le décrivent ses contemporains, en une beauté parfaite. Un jour, Gabrielle de Polastron, mariée à la duchesse de Polignac, qui était une amie très proche et très aimée de la reine Marie-Antoinette, vint au couvent pour revoir les lieux de sa jeunesse. Gabrielle rencontra donc au couvent Maria-Louise, et la jeune fille lui plut tellement qu'elle décida d'épouser son demi-frère Denis de Polastron. Le frère avait 18 ans, la mariée 15, ils furent présentés l'un à l'autre, les jeunes gens montrèrent une sympathie mutuelle, le père de Maria, sentant les avantages d'un tel mariage, donna immédiatement son consentement, et ainsi, déjà joué un mariage modeste, le jeune mari alla commander un régiment, et l'épouse commença à se préparer à être présentée à la reine. On lui apprend à faire la révérence, on lui confectionne une robe spéciale, elle se fait coiffer par le meilleur maître, elle est en compagnie d'une père, la fille de Gabrielle, qui vient elle aussi de se marier. Et puis il y avait la cour, la reine, l'attention portée aux nouveaux venus. Et une terrible disgrâce. En voyant la reine, Maria Luisa oublie toutes les instructions, et se tient debout sur le pilier. La reine s'est approchée pour l'embrasser, et elle est restée comme une statue figée. Alors, bien sûr, tout le monde ricana et commença à éviter cette fille maladroite comme une lépreuse. Il fallait oser se déshonorer publiquement de la sorte. Mais, dans la foule des courtisans se trouvait alors le frère du roi, le comte d'Artois, le futur roi Charles X. C'était un escroc frivole, qui se traînait après chaque jupe. Lorsqu'il vit Marie-Louise, il fut frappé de plein fouet par son franc-parler, sa capacité à être embarrassé, et sa pureté intérieure. Il a eu le coup de foudre. En fin de compte, c'est l'amour de sa vie. Charles commença à tourner en rond autour de son cabinet, il remarqua la reine, remarqua les proches courtisans, mais Marie-Louise elle-même, qui avait été avertie de son attention, était très peu sophistiquée, et n'y accorda pas d'importance. Elle était alors bien loin de songer à tromper son époux. Le temps passe. Le mari revint, qui, à y regarder de plus près, se révéla être un homme extrêmement désagréable. Il était médiocre de caractère et de talent, n'avait pas la courtoisie de sa sœur, et avait accumulé toutes sortes de grossièretés dans le camp militaire. En général, avec le temps, un refroidissement s'est produit entre les époux. La naissance du fils de Marie-Louise en 1785 atténue quelque peu la situation. La grossesse et l'accouchement furent très difficiles, car c'était une dame très fragile. Elle faillit mourir, ce qui n'inquiéta guère son mari, mais le comte d'Artois était terriblement préoccupé par sa santé. Le couple royal et le parrain de son fils et la joie de la maternité détournent un temps Marie-Louise des particularités de la personnalité de son mari. Mais, le comte était constamment devant ses yeux, et on ne pouvait pas voir qu'il différait beaucoup, et d'une manière positive, de Polastron. Il était gai, attentif, courtois, sensible, plein de tact et terriblement amoureux. Si vous pensez maintenant que Marie-Louise a comparé, pesé et s'est jetée au cou du comte, vous vous trompez. C'était une femme de foi, avec le sens du devoir, et les manœuvres du comte l'agaçaient plutôt. Il lui écrivit une lettre dans laquelle il décrivait ses sentiments ardents, et disait qu'il ferait tout pour être près d'elle. Elle montre la lettre à la reine et à Gabrielle. Les dames réunissent un concilium, discutent de la situation, et lui recommandent de ne pas répondre à la lettre, et de quitter Versailles. Le comte est bouleversé d'une part, mais déterminé à atteindre son but d'autre part. Ce qu'il n'a pas fait pour attirer l'attention de Marie-Louise, mais tout cela n'a abouti qu'à des ragots en masse sur le haut degré de leur proximité, et à compliquer sa vie familiale. C'est tout. La dame est restée fidèle à sa vertu.
Voici, pour information, la famille du comte. Il était marié et avait des enfants. Mais ils ne vivent plus avec sa femme depuis 1783 environ. Nous sommes en 1789. La Révolution éclate. Tous les acteurs, à l'exception de la famille royale, émigrent. Charles devient le chef de facto des royalistes en exil, mais il a grand besoin d'argent. Et c'est là que le miracle se produit. Marie-Louise, qui l'avait appris à l'étranger, demanda à son grand-père de lui donner tout l'argent de sa dot et l'apporta personnellement à Charles, en voyageant avec quelques domestiques presque à travers toute l'Europe. Charles, qui pensait ne jamais la revoir, fut plus qu'étonné. Ils ne se sont plus jamais quittés. Son mari était introuvable, sa femme était également sur le continent, et ils s'installèrent à Édimbourg, en Écosse. Des témoins ont écrit que Marie-Louise ne se sentait pas tout à fait heureuse, car sa situation était en contradiction avec ses croyances religieuses. Mais elle avait aussi perdu de vue son mari depuis longtemps, avec tous ces événements, et il ne la cherchait pas vraiment non plus. Son fils était là pour elle l'a élevé, et l'a envoyé à l'université. Karl était là pour elle aussi, et il était parfaitement heureux. Cependant, les bouleversements et le climat local ont miné la santé de Marie-Louise. Elle développe la tuberculose. Lorsqu'elle sentit la mort approcher, elle refusa, sur les conseils du prêtre, de communiquer avec Karl, ne l'appelant que lorsqu'elle était sur son lit de mort, et qu'elle avait dit adieu à toute sa famille, et à tous ses amis. Elle meurt sous les yeux de Karl. Ce dernier, ébranlé par cette perte et accablé de chagrin, fit le vœu de chasteté perpétuelle devant le corps de la jeune fille, à l'intention du prêtre présent. Il le gardera jusqu'à sa mort en 1836, bien qu'il soit encore jeune, beau, plein de vigueur et d'énergie, et qu'il devienne roi de France. Quelle histoire d'amour! Tragique, dure, mais belle et noble. Merci d'avoir regardé ce film.